de combien de temps je dispose? 20 minutes. 20 minutes. Bah, ça m'avance. D'accord. Donc en 20 minutes, je vais arrêter au bout de 20 minutes. Hein. Je vais essayer de répondre, d'orienter ma présentation pour répondre aux problématiques que vous venez d'évoquer. Les services partagés, c'est quoi? C'est des services qu'on trouve à peu près dans toutes les grandes entreprises, qui sont des services à destination des métiers internes. C'est l'IT group, les RH, la comptabilité, les choses de véhicules, on trouve également les achats, la direction du mobilier, enfin, vous voyez, tout ce qui se partage et qui est finalement pas spécifique d'EDF, mais qui donc n'est pas orienté métier production de l'énergie, par exemple, de vente de l'énergie. Hein. Donc, ce que je vous raconte risque est assez finalement commun à un tas de gens. Alors, l'innovation. Faut pas la poser. Je ne peux pas la poser. Je vous conseille de prendre comme micro, vous voyez, d'avoir des apports. Ouais. Je voulais commencer par vous donner des exemples, parce qu'il ne faut pas être dans la théorie. Ça, c'est quelques exemples d'innovations qui ont été proposées et instruites. Alors, c'est une démarche qui est assez récente, hein, on l'a initiée il y a 2 ans et demi, et elle est en opération depuis 2 ans. Et la direction des services partagés, là, tel que ça concerne, c'était 4000 personnes. Voilà, pour donner l'ordre de grandeur. En gros, 200. EasyLift, j'aime bien parce que c'est assez concret, ça. Les gens en CNPE, les centres de production d'énergie nucléaire, ont des plaques de béton à soulever quand ils font des contrôles télécom. Jusqu'à avant qu'ils déposent leur idée, ils utilisaient des choses comme ça, des tracteurs, des panneaux. Voilà, il faut les faire entrer dans des centres nucléaires, c'est pas toujours ça, ça ne marche pas toujours pas, il faut parfois les grillages. Ça prend du temps, ça coûte cher, et puis une plaque de béton sur des panneaux, ça bouge quand il y a du vent, c'est dangereux. Et les gens se sont dit, mais moi quand je pars en vacances et que j'emmène ma caravane, je la mets sur ma voiture, j'ai un lève-boule là, si j'en mettais 2 de chaque côté d'une plaque de béton, je les soulève et je suis autonome. Et donc ils se sont rapprochés du PME qui était susceptible de faire ce genre de choses, et ils l'ont fait. Ils l'ont fait, ça divise par 2 les temps d'intervention, ça divise les coûts par 2, c'est beaucoup plus sécurisé. Ça, par ailleurs, ça rend partout, évidemment, on a besoin d'ouvrir les grillages. Enfin, pour le groupe, des milliers d'interventions comme ça, c'est 1 million d'euros par an. Et ça, c'est 2 personnes qui se sont dit, quand même, on pourrait peut-être faire autrement les choses. Donc ça illustre. Alors, ils l'ont fait à leur échelle sur une centrale, puis maintenant, c'est en train de se déployer sur toutes les centrales. Ça c'est un exemple concret. Il renforce, ça sont les comptables. Un quatuor de comptables, des trentenaires, qui se sont dit, moi j'ai un vrai savoir-faire, hein, j'ai un vrai métier. Je ne vais pas passer les 30 ans qui restent de ma vie à continuer à faire des copier-coller de fichiers Excel, qui représentent à peu près 70% de mon temps. Hein. Il existe des robots maintenant qui permettent d'automatiser ces gestes répétitifs. On va essayer de voir ce que ça donne, et ils ont testé sur 3 process, ça a marché en 3 mois avec les services IT, ils ont mis en place leur robot, la direction de la comptabilité, donc c'est 600 comptables quand même, a voulu étendre cette affaire-là, et en 9 mois, ce sont quelques centaines de process qui ont été identifiés, et maintenant c'est l'ensemble de la chaîne qui s'est étendu au RH, l'ensemble des métiers tertiaires qui progressivement sont en train de se robotiser. Alors, là, ce qui est important, c'est que c'est des gens du terrain, comme ici, mais là, il y avait une dimension, évidemment, process qui était beaucoup plus impactante. Hein. Et le management, son rôle est clé là-dedans, il a vu cette affaire-là, et il s'est dit, ce truc-là, il ne faut pas le laisser local à cette équipe, il faut le déployer. Donc, c'est l'association, là, management, bien sûr que les acteurs du terrain sont clés. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent les métiers, parce qu'ils sont au cœur des process, ils connaissent les clients, ils bossent avec eux. Donc c'est eux qui peuvent faire bouger plus vite et le mieux les choses. Par contre, pour passer à l'échelle, il faut vraiment qu'il y ait une collaboration, plus un appui du management. Des choses comme ça, qui sont assez illustratives, j'en ai un certain nombre d'exemples comme ça. En nombre de 2 ans, c'est près de 1300 projets qui ont été déposés. Ils sont 4000. Donc par 1300, 1400 personnes à peu près, différentes.
Ça concerne aussi bien des process techniques, il y a le IT, hein, il y a des choses autour de l'automatisation, de l'utilisation du stockage, des solutions de cloud, de développement d'applications. Puis il y a aussi les problématiques de recrutement RH, de sourcing interne, externe, de mobilité, des problèmes, on a vu, d'optimisation de process, des questions liées à la relation client. Enfin, c'est extrêmement varié. Je vais passer parce qu'on ne va pas. Ce qui est intéressant, donc je dis près de 1300 projets déposés maintenant, tout ça c'était à fin 2017. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est près de 200 de ces innovations qui sont effectivement déployées. À peu près 1300 de ces idées, là, n'ont pas été au bout de la idée. Notre job en tant qu'innovation, et notamment accompagnant l'innovation participative, bah, c'est d'accompagner. On ne fait pas d'acharnement thérapeutique sur une idée. Hein. On est là pour dire, vous avez envie de vous lancer dans une aventure, on va vous y aider. Vous ne voulez pas vous lancer, on ne va pas s'acharner sur votre affaire. Et puis ça peut peut-être, c'est intéressant de la déposer, peut-être que d'autres la reprendront, mais... Et donc on a mis en place tout un tas de dispositifs que je vais un petit peu vous décrire qui permettent de passer d'abord de faire comprendre aux gens que oui, ils peuvent être acteurs, que non seulement ils peuvent être acteurs, mais que le top management attend d'eux qu'ils transforment les organisations, les process et les pratiques, et qu'ils seront aidés en cela. Et que tout au long du fil du développement de leur affaire, il y aura quelque chose qui va leur permettre de trouver les bonnes compétences, de trouver un challenger qui va échanger sur quelle est la problématique, quels sont les cas d'usage, qui sont les gens concernés. Bref, on se met en position d'incubateur, comme si on avait créé en fait un business en tant que tel. Et notre job, c'est de trouver un client interne la plupart du temps, parce qu'on est des services partagés internes, donc quelqu'un qui va investir. Donc la direction de l'innovation, elle n'est pas là pour lancer des projets et les financer, elle est là pour incuber et trouver des gens qui vont investir. Alors, je pourrais m'arrêter là si j'avais 5 minutes, mais comme j'ai un peu plus de temps, je vais faire un peu plus. Ce qui est important aussi, mais je vais passer. Alors là, c'est pas trop, il ne faut pas passer trop vite, sinon je pense quand même en arrière. C'est quoi les grands acteurs c'est quoi les grands acteurs de cette affaire? Ce sont d'abord les salariés, qui évidemment sont au cœur de cette affaire, comme je le disais, ils sont au cœur des métiers, des process, au plus proche des clients, et donc c'est eux qui sont les plus pertinents. Et c'est cette accumulation de points de vue divers et variés, mais pertinents, qui fait sens. L'autre élément important, c'est le management, parce qu'il accompagne, mais aussi donne une vision. Il permet aussi, dans un certain nombre, au fil du temps, de dire, mais finalement, la problématique, en ce moment, on a vraiment une problématique qui est, par exemple, si je suis RH, sur le sourcing externe. Et j'aimerais bien que vous, salariés et managers, vous me donniez des idées, enfin, vous proposiez des choses qui permettent d'aller au-delà de ce qu'on fait actuellement. Donc la vision, on porte la vision. Et puis l'autre élément qui est pour nous essentiel, c'est propre l'innovation au sens où on pourrait appeler cette démarche start-up first, c'est-à-dire que quand on dépose, quand une idée arrive, on commence par essayer de trouver un acteur externe qui est capable de nous aider, de nous accompagner, voire de répondre à la question. C'est pour ça que, en chiffre, je ne vais pas commenter tout à l'heure, mais en 2 ans, on a passé contrat avec une quarantaine de startups. Et sur les 40 innovations concernées par ces startups, il y en a 20 qui sont en production. Un taux de 50%, ce qui est très supérieur à ce qu'on voit d'habitude. Généralement, on dit que 10% d'innovation est transformée. On est à peu près à 15%, parce que, pour des raisons diverses et variées, mais avec les startups, il y a... quand il y a accroche avec une startup, c'est qu'il y a la problématique généralement est à peu près claire, et puis on va beaucoup plus vite et on est beaucoup plus élevé. Alors, les dispositifs, c'est quoi l'innovation? C'est aussi des process, des dispositifs, des des gens. Donc c'est tout ça. En une slide, vous avez à peu près tout. Ça commence par l'acculturation des salariés, c'est-à-dire les convaincre que, quand moi j'ai commencé, les gens du IT, c'était assez simple. Les gens de la techno, l'innovation, ils proposaient des trucs assez techno. Par contre, les gens des RH, des comptables, les gens du tertiaire qui, par contre, à 80% ne sont pas des cadres, se sentaient moins concernés. Et donc, il est crucial de passer par une phase d'acculturation pour dire que vous êtes les acteurs et vous pouvez faire quelque chose. Et c'est là, on rejoint votre sujet, là, comme interne, c'est par l'exemplarité
qu'on est plus convaincant. C'est en disant, vous voyez ce easy lift là, ces gens qui lèvent des plaques de béton ou ces comptables qui automatisent des process, ça aussi vous pouvez le proposer. Et donc en faisant témoigner des gens, donc la valorisation des innovations, mais surtout des innovateurs et clés, les mettre en avant. On fait des campagnes d'affichage par exemple. Voilà, il y a Robert, sa tête en A0 avec voilà, Robert, lui, il a fait gagner 10 millions à la boîte en 15 jours. Alors, on fait venir aussi des intervenants externes. J'ai quelques slides qui détaillent quelques exemples de process d'acculturation, mais ça, c'est vraiment extrêmement important. Et puis, donc, la phase d'inspiration, c'est aussi s'ouvrir à l'externe. C'est aussi pour ça que je suis là. C'est parce que c'est important d'échanger de façon régulière sur des démarches. Le cœur du rapport, si vous voulez dire, évidemment, c'est tout ce qui permet de faire émerger, d'incuber et ensuite d'expérimenter puis de déployer l'innovation. Et puis donc, il faut savoir raconter, partager, diffuser. Et là, on boucle avec l'acculturation. C'est important de communiquer pour, comme je le disais tout à l'heure, dynamiser elle-même la démarche d'innovation, mais c'est important aussi vis-à-vis de ses clients, expliquer que on n'est pas les ringards du domaine, parce que des services comme les nôtres, partagés, comme je le disais, ils sont à peu près comme à toutes les entreprises, et puis il y a des tas d'acteurs qui peuvent peut-être faire aussi bien que nous, et c'est important de démontrer que des services en interne font sens. Alors, au-delà de ça, on a tout un dispositif lié à l'optimisation qui est propre. Et aujourd'hui, par exemple, on a réuni une centaine de personnes à Nanterre, je ne veux pas y être parce que je suis avec vous, mais donc les gens de mon équipe organisent une réunion avec l'ABRH, je ne sais pas si vous connaissez, les gens qui font le lien entre grands groupes et startups dans le domaine des RH. Et voilà, on va faire venir comme ça une dizaine de startups qui vont rencontrer des gens qui ont des idées RH pour favoriser l'émergence de... par ailleurs, on capitalise au sein de plateformes dans l'entreprise l'ensemble des contacts que l'on a avec les startups pour partager avec l'ensemble des acteurs du groupe sur ce qu'on voit à l'extérieur et qui est susceptible de collaborer avec nous. On a une base comme ça de 3000 startups qui évoluent de façon très régulière. Alors, les dispositifs, c'est aussi des choses assez transverses, des formations. Ça repose, j'en parle sans doute après, là, j'en parle ici, ça marche si on a des acteurs sur le terrain, dans tous les métiers et sur tout le territoire, donc il y en a partout en France et évidemment dans le monde, d'avoir des acteurs sur le terrain qui accompagnent les salariés sur place. Ce n'est pas une équipe à Paris qui reçoit chaque semaine les 1300 projets, c'est des acteurs qui sont formés, alors on a un réseau maintenant d'une soixantaine de relais d'innovation qui sont formés à l'animation d'ateliers d'émergence d'idées, à des ateliers d'incubation des idées, et qui, chaque semaine, partout sur le territoire, on a en 2 ans organisé près de 300 ateliers, font venir plusieurs idées et plusieurs challengers bienveillants qui les challengent sur les thématiques que j'évoquais tout à l'heure. C'est quoi la douleur de votre problème, c'est quoi la problématique, les cas d'usage, qui est concerné, etc. On les fait avancer, c'est ça l'incubation et le ça c'est vraiment clé. On a évidemment une plateforme pour capitaliser, j'aurais pas le temps, mais sinon je vous l'aurais montré, mais c'est une plateforme qui permet de capitaliser tout ce qu'on fait autour d'innovation, donc de déposer des idées, de faire réagir, c'est des réseaux sociaux, tout un ensemble de choses, évidemment c'est clé. Par contre, notre outil a pas mal de succès, pas mal d'entités du groupe et l'externe nous demande de le reproduire chez eux, et moi je leur dis, mais vous savez, c'est qu'un outil. L'outil, ça ne sert à rien s'il n'y a pas toute la démarche, s'il n'y a pas la vision, si on ne sait pas pourquoi on le fait. Voilà, c'est important, mais c'est pas ça qui fait tout. Et puis on est en train de déployer, mais seulement 2 ans après, des ateliers, des lieux d'incubation un peu plus formels que ce qu'on avait jusqu'à présent. Donc on a commencé cette démarche sans avoir... un certain nombre d'entreprises commencent par faire un lieu d'incubation, 200 mètres carrés, avec du mobilier. On n'a pas fait ça, on a commencé par monter ce réseau, monter ces structures. Maintenant, on a ressenti le besoin de mettre en place des lieux dédiés qui permettent d'accompagner, mais pas tous les projets, parce que tous n'ont pas besoin d'être accompagnés dans un lieu comme le Cargo, mais quelques projets emblématiques ou à forte valeur ajoutée, qui ont besoin d'être exfiltrés de structures, il aller vite. Mais pour cela, c'est parce qu'il y a un business derrière. Mais quand il s'agit de robotiser des process comptables, si vous voulez, ça peut se faire à la maison et en challengeant avec des gens en interne. Il n'y a pas besoin
Alors, je vais peut-être passer assez vite sur... voilà, ça c'est un certain nombre de dispositifs d'acculturation. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas une façon de faire de l'acculturation, il y a plein de trucs, il y a de la com interne, il y a des ateliers, des séminaires, des rencontres. On avait un objectif, alors ça c'est un autre élément important, je ne sais pas si je vous parle après, mais je le dis maintenant. On a organisé également tout un tas de formations à l'externe pour former, enfin tout un tas de sessions par an pour former les relais et les innovateurs. Mais également pour former les managers. Donc, on a commencé par l'acculturation pour l'ensemble des managers et en 2017, on s'est donné comme objectif également d'accompagner les managers pour qu'ils se mettent en position de manager autrement, d'être force d'accompagnement des salariés parce que un manager dédié à l'innovation, enfin, qui est compatible avec une démarche d'innovation, ça ne va pas de soi. Et ça, c'était une des priorités de 2017. Et oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on s'est fixé des objectifs au CAP, c'est-à-dire des choses qui permettent de mesurer la performance de l'entité, qui indexent la prime salariale des managers. On a mis un indicateur sur le taux d'acculturation des salariés. C'est donné 25% en 2016 et 70 en 2017. Donc près de 3000 personnes sont passées par ces différents dispositifs. Et si on n'avait pas le temps, tous les managers ont été motivés puisque ça faisait partie des choses qu'il fallait atteindre puisqu'ils étaient Bon, je ne vais pas, si j'ai 20 minutes, je ne vais pas vous décrire le process que j'ai appelé le cœur du réacteur, mais c'est des processus extrêmement itératifs. J'ai repris le schéma du design thinking parce que c'est très, on est vraiment là-dedans. Ça commence par des ateliers, ou pas d'ailleurs, les gens ont des idées par ailleurs, hein. Les idées c'est ça qui manque, hein. Les gens ont des tas d'idées. Hein. Donc, générer des idées, c'est pas un problème. Hein. Et c'est par ailleurs que moi, quand je suis arrivé, il y avait des trophées innovation. Hein. Et moi, j'ai commencé par arrêter les trophées innovation, tels qu'on les organisait. L'innovation, c'est pas une boîte à idées, où on appelle les gens à déposer des trucs, on réunit un comité, puis après on met une médaille, et puis après on recommence. Ça sert à rien. Hein. Notre credo, c'est l'innovation, c'est pour transformer. Qu'est-ce qui distingue l'innovation de l'invention? C'est qu'il y a derrière un produit, il y a quelque chose qui se transforme. Une organisation, un process, un nouveau produit, etc. C'est pas une idée qui reçoit une médaille. Donc, notre objectif était vraiment trop centré sur, à la fin, qu'est-ce qu'on produit. C'est pour ça que l'innovation aussi, cette démarche, est accompagnée par, dans la structure, de la mise en place de toute une organisation qui permet de faire du développement beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide, et ça, j'aurais pas du tout le temps d'en parler, mais qui n'est pas le job de l'innovation, mais qui est très lié à l'innovation et qui est la phase aval. C'est-à-dire qu'après, une fois on a un client, une solution, un proto, il faut passer en mode développement, et là on rentre dans un processus industriel qui aussi doit être adapté au cycle de l'innovation, c'est-à-dire qu'il doit être rapide, qui est en mode très itératif, MVP, etc. Donc au-delà de l'innovation, si vous voulez, c'est tout le modèle industriel de la direction des services partagés, notamment qui a été transformé pour permettre d'aller vite. Si en 15 jours on a une idée, il faut pas en mettre 3 ans, ensuite il faut en mettre un projet en cycle en V, et puis il faut que 15 jours après on ait un premier truc, puis 3 mois après c'est en production. Quoi. Bon, ça j'ai vraiment pas le temps d'en parler. Alors, ça je pense que c'est intéressant. Qu'est-ce que, d'un point de vue chiffre, hein, 4000 personnes en 2 ans, c'est une soixantaine d'ateliers d'idéation, c'est près de, je disais, 250 ateliers vraiment partout sur le territoire. C'est également des formations qui ont été données, comme je le disais, au relais et qui ont été formalisées avec des supports. C'est important parce que les relais, c'est pareil, ils ne sont pas relais à vie, hein, ils sont généralement dans un autre métier, ils sont 10% de leur temps sur ce job et ils tournent tous les ans, on a 30% des relais qui changent. Donc il faut aussi penser à renouveler et de façon efficace ces gens qui arrivent, qui s'investissent. Voilà. On a lancé cette année d'autres dispositifs pour faire émerger l'innovation en demandant aux gens là, de s'investir sur un mois, sur un des thèmes
sur une thématique spécifique qui était l'intelligence artificielle, la donnée, la simplification des process. Ça, c'est une autre façon de faire émerger l'innovation et de l'accélérer. On a appelé tous les salariés à dire si vous aviez, bon, ça c'est des sujets très clés en ce moment. Si vous avez des idées là-dessus, allez-y. En un mois, on a ouvert le truc en un mois. On a sélectionné une dizaine de projets qui paraissaient intéressants et en un mois, on les a fait passer par toutes sortes d'incubateurs internes et externes pour aller très vite. L'idée, c'était de voir si on peut, au-delà de l'innovation continue, hein, ça évidemment, je l'ai pas dit, mais j'espère que ça se transparaît, notre innovation, elle est continue, la plateforme est ouverte tout le temps et les gens sont accompagnés tout le temps et sur le territoire. Donc, c'est dit. Essayons de voir si, sur certains sujets clés, on ne peut pas aller très vite. Donc en 3 mois, passer l'idée au déploiement. Donc c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on a testé cette année. Là, je vous ai donné le schéma, vous voyez, hein, c'est assez court. Hein, dans ces 11 septembre et le 12 décembre, on avait des photos pour les 12 projets et ils sont en train d'être déployés pour certains d'entre eux. On peut imaginer toutes sortes de formes différentes de faire émerger l'innovation et puis de l'accompagner. C'était ça le message qu'il y avait derrière. Alors oui, c'est chiant, mais pas tout le monde n'a rien. Je vous ai mis quand même des puisqu'on est en mode, on est sur un, vous êtes des communicants, j'ai quand même mis alors ça c'est la plateforme. Plateforme qui permet de déposer des idées, qui permet d'animer, d'organiser, d'animer des ateliers d'incubation, de génération d'idées, etc. C'est un endroit où on trouve les startups qui vont déqualifier, enfin bref. Et puis donc, je vous ai mis quelques petites choses. Alors ça, c'est les ateliers. On a des ateliers à Nantes, Toulouse, Lyon, Marseille, Nanterre, donc c'est des ateliers physiques qui commencent à se développer, qui permettent d'accompagner les gens physiquement. Je ne vais pas y revenir. Et puis, je vous ai mis quelques éléments sur la com, puisque c'est quand même le sujet. On a un plan de com qui, en fait, décline les grands objectifs qu'on s'est donnés. Cette année, en 2017, on s'était donné 5 objectifs. Accompagner les projets fort impact, hein, comme je vous le disais, on partait de l'innovation continue, et puis de l'autre, on s'est dit qu'il faut quand même faire des trucs sur les projets qui sont des pépites, les trucs à pas de valeur ajoutée, et il y a quand même un accompagnement spécifique. Et c'est donc ça qui a donné naissance à l'atelier, qui est un atelier de 600 mètres carrés qui ouvre à Nanterre le mois prochain. Renforcer l'action régionale, c'était avoir des équipes locales qui sont pilotées par ce qu'on appelle un référent d'innovation régionale et qui fédère l'ensemble des entités de la direction, hein, qui est transmétier, mais qui, son rôle est extrêmement important puisqu'il fait le lien avec l'écosystème local, justement l'écosystème auto-innovation, les autres entités du groupe et les directions régionales du groupe également. L'action managériale, c'était votre priorité, qui est important puisqu'on vous ne pouvez pas attaquer tout le programme de front. On s'est dit qu'en l'année 2, il fallait également accompagner, comme je le disais, les managers, les équipes spécifiques, etc. Et donc le plan de com, il se décline en fonction de ces 5 objectifs. Et on a identifié un certain nombre d'actions spécifiques pour chacune de ces priorités. Alors ça va de newsletters qui sont maintenant relativement efficaces. C'est des posts LinkedIn qu'on a déployés de façon... ça, finalement, c'est extrêmement efficace. Si j'ai le temps, je prendrai une photo et je fais un petit machin LinkedIn. Et moi, à chaque fois que je fais un post, j'ai à peu près entre 5 et 10 000 vues, plein de commentaires. Donc ça coûte pas cher et c'est extrêmement efficace. Et donc on a une politique, on a mis en place une politique, moi j'ai une petite équipe de communicants, je leur demande à chaque fois qu'on fait un truc de rédiger 3-4 phrases, de prendre des photos, et si je n'ai pas le temps de le faire, et je pose que je poste le même. Le Wall of Fame, ça c'était la campagne d'affichage dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça c'est les RH. Alors chaque entité a aussi la capacité de décliner le plan de com en fonction de ses problématiques propres. Les RH ont décidé de faire cette campagne de pub, et donc il y avait ce genre de choses, des affiches à 0, et puis affichées dans les couloirs, tout simplement, affichées un peu partout en interne. Ça c'est vraiment de la com interne, des films divers et variés, On organise en termes de com également, alors on n'organise pas de trophée, certes,
on organise quand même des événements pour montrer ce qu'on fait. Hein. Et on remet quand même de temps en temps des médailles. Mais dans le cadre d'un showroom. Alors on organise un showroom par an. Et puis ce qu'on a appelé un roadshow. Alors ça c'est le roadshow. Le roadshow, c'est on fait le tour de France. Et en une semaine, sur 10 jours, on a fait le tour de France avec à chaque endroit un événement propre d'une journée dans lequel on était présenté une vingtaine d'innovations, on fait venir l'écosystème externe, on fait venir les gens et on fait venir les membres du comité dans cette affaire. Donc, ça a été extrêmement efficace. Vous pouvez imaginer, assez time consuming à organiser, on peut imaginer, ça fait une dizaine d'événements. Et puis donc animé par ce que j'appelle les référents régionaux, qui sont évidemment clés, et ils animent vraiment à 100%. On organise également au niveau national une fois par an, là c'est un peu l'événement fédérateur, où on présente une trentaine, 20-30 innovations, et là on met quand même des prix, mais en insistant sur le fait que tout est important, que c'est pas les quelques médailles, etc. Ce qui est important aussi, c'est qu'on a identifié comme catégorie pas seulement les innovations les plus flashy, mais les innovations donc en émergence, mais également les innovations ouvertes, en open innovation, et les innovations déployées. C'est-à-dire qu'on reconnaît donc des choses qu'on peut peut-être avoir vues par le passé, mais qui sont allées effectivement jusqu'au déploiement et qui ont fait gagner soit de la qualité de vie au travail, soit de l'argent. Ça, c'est important, il y a une catégorie spécifique là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de trophées qui mettent en œuvre, et ça, je pense que c'est vachement important. La politique de valorisation, ça c'est plus RH, ça vous intéresse peut-être moins, mais c'est important, c'est comment on valorise l'innovation et les innovateurs. On s'est posé des questions je pense que c'est des choses qui viennent systématiquement dans les questions, donc je vais commencer par les répondre tout de suite. Des primes, on pense que c'est une mauvaise idée. Il y a un très bien bouquin de Pic là-dessus, sur le fait que donner des sous, c'est addictif, et quand vous en donnez à quelqu'un, la fois d'après, il attend d'en avoir plus. Et franchement, les gens, en plus, quand c'est pas ça leur motivation, c'est vraiment pas l'argent. On y reviendra sur la motivation des gens. J'aimerais quand même prendre un peu de temps sur les grands messages que moi j'obtiens de cette époque de 2 ans et demi. Du temps, la question qui vient systématiquement, c'est alors est-ce que vous allouez du temps aux salariés? La réponse est non. Ça ne sert à rien de donner 10% des gens. D'abord, tout le monde n'est pas innovateur. D'autre part, les gens qui ont une idée, je peux vous dire que le temps, ils le trouvent. Et les gens qui veulent y aller, ils y vont et ils y arrivent. Alors, ils y arrivent si tant est que le management joue le jeu. C'est pour ça que l'accompagnement du management est clé. Il ne faut pas qu'il y ait un manager qui soit derrière le dos des gens pour dire non, mais c'est sympa ton truc là, que c'est important parce que les grands patrons disent c'est important, mais en attendant, moi j'ai quand même des choses à produire. C'est important que les managers soient là en accompagnement, qu'ils réorganisent leurs équipes quand ils détectent qu'il y a un truc là qui est quand même majeur. Enfin, il y a besoin d'avoir l'intelligence du management derrière. Hein. Quand vous parlez des comptables tout à l'heure, le manager qui dit oula, il y a des gains, c'est pas tout de suite, hein, mais peut-être que dans 6 mois ou 9 mois, alors là c'est assez rapide, hein, mais 1 an, là on va révolutionner le métier, là on va vous donner un peu de temps et on va répartir le travail autrement. Donc le temps, donc on est en train d'expérimenter de nouvelles formes de mise à disposition des équipes. Bon, je pense qu'il faut que je rentre, parce que sinon on va y arriver. Bon, ça c'est notre... Si j'ai du temps, si vous avez des questions, je reviendrai sur un agenda type d'une année, innovation chez nous. Moi, ce que je retiens, c'est que, et j'arrive à la conclusion, c'est bien, l'innovation doit être portée par le top management. C'est-à-dire que c'est compliqué, hein. On change quand même, on est très intrusif dans le mode de fonctionnement des équipes, dans leur agenda, si c'est pas porté par le top management et s'il n'y a pas des KPI qui indexent la performance de l'entité, c'est compliqué quand même. Et donc le top management, c'est vraiment le top management, c'est pas, je sais pas quoi, le DIRCAD, c'est le patron. Et le patron, il se déplace hein, quand on organise un événement ou quand on lance un challenge ou un truc, il vient et il explique pourquoi il faut s'impliquer dans cette affaire. Et c'est relayé après dans les entités, en économie, par les directeurs, etc. Ce que je disais tout à l'heure, hein, nous, on n'est pas là pour nous faire émerger des idées. Hein, je sais pas si c'est Alain Mudge qui disait si vous avez regardé si quelqu'un vous a piqué une idée, c'est pas grave, c'est comme les bus, il y en a toutes les 5 minutes. Les idées, c'est pas qu'on s'en fout, mais vraiment c'est pas le problème. Quoi. Des idées,
c'est vraiment pas très compliqué. Vous faites un atelier de brainstorming avec 20 personnes, en 1 heure, vous sortez 50 idées. Par contre, ce qui est compliqué, c'est d'aller jusqu'au déploiement. Et c'est ça le sens de notre action. Et donc, Prépiage, j'y reviens pas. Alors, ça, peut-être que ça vous intéresse aussi. C'est que l'innovation, au-delà de tout ça, c'est que c'est un moteur extrêmement puissant de motivation chez les salariés. Ils reprennent tout simplement le pouvoir dans l'entreprise. Ils réinventent leur entreprise et ça donne tout simplement du sens à leur mission. C'est pour moi ça le plus essentiel. Et ce message aussi qui est coupé en bas, et que je vais dire, c'est qu'évidemment la conduite du changement, quand elle est portée par les salariés eux-mêmes, c'est quand même plus simple. Les comptables dont je parlais tout à l'heure, hein, qui changent leur métier de façon assez révolutionnaire, si ça avait été le top management qui avait dit les gars, ce que vous faites, vraiment, ça sert à rien, on va virer 80% des gens et on va tout robotiser, c'est peu probable que ça aurait marché. Là, les salariés ont dit, nous, on a de la valeur ajoutée à apporter à nos clients qui va nous faire gagner de l'efficacité, de l'argent, parce qu'on va répondre à des vraies questions qui se posent, auxquelles on n'a pas le temps de répondre parce qu'on fait des conneries. Donc, on va mettre en place ces dispositifs de robotisation et on va changer la façon de travailler. On ne met pas des gens au chômage, mais on change leur mission. Évidemment, ça, c'est porté par les salariés. Donc, la conduite du changement, elle se fait naturellement. Et on travaille... Enfin, les salariés et les syndicats sont... moi, j'ai des syndicalistes qui sont des innovateurs, hein, ils s'investissent aussi. Enfin, il n'y a pas de lutte des classes là, hein, dans cette affaire. Puisque d'abord, c'est sur la base du volontariat, et puis encore, et surtout, en fait, ce que recherchent les gens quand ils viennent au boulot, c'est de savoir pourquoi ils viennent, quoi. Et là, ils trouvent du sens. Ça, c'est les autres messages. Alors, je suis content que d'habitude, j'arrive jamais à la conclusion. Donc, et ça me paraît. Enfin, alors, le problème, c'est que quand on fait la conclusion, si on va discuter le reste d'avant, on ne sait pas d'où ça vient. Les salariés doivent être valorisés. Donc, tout ça, je pense que vous l'avez compris, hein, j'ai déjà insisté pas mal là-dessus. Et ça donne du sens et ça donne envie. Ça donne envie. L'innovation ne se les sélectionne pas. J'ai souvent la question, alors comment vous faites pour sélectionner les innovations? On ne sélectionne pour rien. On accompagne. On accompagne, il y a des trucs qui donnent des choses et puis des trucs qui ne donnent rien. C'est tout, ça donne rien, ça donne rien. Mais on ne sélectionne pas et c'est le marché qui décide, c'est celui qui est capable d'investir. L'innovation, c'est pas juste, effectivement, c'est pas que de la com, hein. C'est aussi de l'argent, des process et du dispositif. Et les dispositifs, donc il faut une équipe. Hein. Il faut des gens qui sont formés. Voilà. Bon, après, je pense que ça, je pense que vous en avez entendu 20 fois. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'innovation? C'est le droit à l'essai, l'erreur, la prise de risque, la bienveillance. Alors, on nous rabâche avec la bienveillance, mais je suis désolé, mais c'est vraiment important. Hein. Parce que les gens, ils viennent avec des projets personnels. Hein. Ils y croient à leur truc. Hein. C'est pas, ils viennent pas présenter le projet dont on leur a dit, tu vas t'occuper de ce truc-là. C'est un projet personnel. C'est-à-dire que si on change de genre, si la personne qui s'est investie dans un truc change, c'est un autre projet, quoi. Donc c'est radicalement différent de l'activité classique. Et les gens, ils viennent avec leur trip. Hein. Par contre, il faut aussi faire en sorte que si on échoue vite. Donc, on est cash, mais on est cash en étant bienveillant. Enfin, c'est compliqué, mais c'est essentiel. L'ouverture à l'extérieur est essentielle également, comme je vais l'expliquer. Nous, ce qu'on a vu, c'est que les gens qui travaillaient notamment avec les startups, ils changent tout à fait leur façon d'être et leur façon d'appréhender les problématiques. Et ça, c'est moi, ça généralement, on l'oublie. Mais plus d'autonomie, plus droit à l'essai, etc., c'est bien gentil, mais alors par contre, ça veut dire plus de responsabilité, plus de rigueur. Les gens, s'ils ne se responsabilisent pas et s'ils ne sont pas rigoureux, leur truc, ils valent nulle part. Dans une organisation classique pyramidale, finalement, c'est assez confortable aussi. Hein. Vous faites un truc, puis finalement, c'est celui qui prend la responsabilité, et ainsi de suite. Là, vous n'avez personne au-dessus de vous qui va prendre la responsabilité si le truc foire ou ça ne marche pas. Hein. C'est votre affaire à vous. Et donc, la responsabilité et la rigueur sont extrêmement importants, et ça, je le rajoute, on voit rarement ça. Merci beaucoup.